d'augmentation. Sainte-Pagode. Merci, Madame la Présidente. Je salue l'ensemble de nos collègues qui sont là en ce débat entourant le rapport du Comité des finances. Qui dit rapport du Comité des finances dit en quelque sorte la politique budgétaire. Donc, je crois qu'à ce stade-ci, au moment où on adopte le rapport du Comité des finances, dans la mesure où le budget a été présenté, aussi bien également parler en grande partie du budget, parce qu'il aura fallu 2 ans pour en arriver à ce budget. Il arrive alors que depuis maintenant 1 an, la planète traverse une crise sanitaire sans précédent. Au Canada, il est le fruit, ce budget, donc de la tendance à l'effritement du pouvoir des députés, à qui on demande finalement de plus en plus essentiellement d'estampiller les propositions gouvernementales au profit du pouvoir des ministres. Le pouvoir décisionnel se trouve de plus en plus dans l'équipe rapprochée du premier ministre. Cette nouvelle culture-là, elle se manifeste, elle se matérialise dans les projets de loi omnibus qui sont extrêmement volumineux, qui sont amenés sans possibilité d'amendement et qui sont adoptés à toute vapeur. Le budget arrive après 1 an de crise sanitaire, 1 an à manquer de transparence envers la population, envers les parlementaires, envers le directeur parlementaire du budget et le bureau de la vérificatrice générale. 1 an de scandales et de manquements qui ont mené d'ailleurs, dans des circonstances particulières, le ministre des Finances a démissionné, qu'on pourrait dire, par excès de charité. 1 an incluant une prorogation de 6 semaines du Parlement, pendant lesquelles le processus démocratique était paralysé. On n'a jamais trop compris pourquoi le gouvernement craignait à ce point-là de déposer un budget, surtout en ces temps troubles. Le budget se faisait attendre, mais pas nécessairement désiré, comme on dit. Mais il est au final, maintenant qu'on l'a, maintenant qu'on le voit, il est au final une nouvelle offensive faisant la part belle à la gloutonnerie centralisatrice d'Ottawa. Le budget canadien qui a récemment été déposé s'inscrit dans une longue tradition qui est profondément ancrée à Ottawa, celle d'une volonté de nation building, donc de construction d'un État qui soit le seul à même de fixer priorités, stratégies, actions qui seront mises en œuvre. Le budget, au final, il réitère que la soi-disant confédération canadienne, qui, sur papier, rassemblerait des provinces libres de leur destinée, qui font juste mettre en commun certaines juridictions, c'est un leurre. C'est un leurre. Ce budget-là nous montre que le Canada n'a rien d'une confédération et qu'il ne peut y avoir en son sein qu'un seul État légitime, Ottawa, tandis que les provinces ne peuvent être que des comptoirs administratifs en charge de la gestion des pertes, du quémandage et de l'application des décisions de l'État central. Le Canada sera, c'est là sa logique même, toujours appelé à devenir de façon croissante un État unitaire. La formule est d'une simplicité quand même assez déconcertante, mais d'une efficacité redoutable. Doubler l'assèchement financier du Québec et des provinces d'un déploiement maximal de nouvelles structures pan-canadiennes, de stratégies nationales, de normes centralisées et centralisatrices. Enlever au Québec sa capacité d'agir et lui imposer ensuite ses choix, des choix que le Québec ne ferait probablement pas s'il prenait ses décisions en toute liberté. Le Québec serait donc plus, selon cette vision, le foyer d'une nation, mais un comptoir administratif chargé de la sous-traitance. Je vais vous dire, puis je vous fais une parenthèse, je vous dire quand même, vous vous souvenez l'automne dernier, quand le Bloc québécois avait déposé une motion exigeant des excuses de la part d'Ottawa pour l'arrestation de centaines de personnes dans le cadre de l'application de la loi sur les mesures de guerre en 1970, bien, il y avait un député du Parti au pouvoir qui, lors de son allocution, avait utilisé tout son temps d'allocution de 10 minutes pour parler de tout, sauf du sujet de la motion. Et là, pendant la période de questions, on l'avait interpellé à ce sujet-là, pendant la période d'échange, là. Puis le député avait dit que l'histoire, le passé, ça ne l'intéressait pas. Bon, je vous dis ça parce que pour notre part, on n'a pas de problème, nous, à retourner dans le passé, à le connaître et à le comprendre. L'histoire a des choses à nous dire. Et ce qu'elle nous indique, à la lumière d'ailleurs de ce budget, de cette situation financière dont nous parlons aujourd'hui, l'histoire nous indique que le pouvoir, peu importe le nom qu'il a eu, de British à Canadian, a toujours profité des périodes de crise pour nous faire reculer. Ça a été vrai au 19e siècle après les rébellions des Patriotes. Ça a été vrai après le référendum de 80 et ça a été vrai après le référendum de 95
Et c'est également vrai en cette ère de crise sanitaire. Après l'échec de la rébellion des Patriotes là, en 1837-1838, qu'est-ce que le pouvoir a fait? Il a profité de son nouveau rapport de force pour procéder à quoi? À l'acte d'union en 1840. Donc, faire reculer notre pouvoir à nous. Après l'échec du référendum de 80, le référendum québécois de 1980, qu'est-ce que le pouvoir a fait? Il a profité de son nouveau rapport de force pour procéder au rapatriement unilatéral de la Constitution, sans l'accord du Québec, en excluant le Québec qui n'en est toujours pas signataire à ce jour. Puis après l'échec du référendum québécois de 95, le pouvoir en a profité pour mettre en place son plan B. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. La manœuvre s'est déclinée en plusieurs volets. On a agité le spectre de la partition du Québec. Ça a été l'encadrement juridique par la loi sur la clarté référendaire qui niait la démocratie québécoise. Ça a été la propagande massive et l'invasion idéologique avec le programme des commandites. Ça a été le sabotage de la diplomatie québécoise. On se rappelle qu'au cours des années post-référendaires, le premier ministre du Québec a été désinvité de cérémonies à l'étranger suite aux manœuvres des ambassades canadiennes. Et enfin, la déstabilisation financière. C'est ce qu'on a appelé pendant des années le déséquilibre fiscal. Dans ce dernier cas, le plan consistait à réduire unilatéralement les transferts pour utiliser les sommes dans des empiètements, présentés comme étant bénéfiques pour le Québec. Ça vous rappelle quelque chose? Entre 93 et 97, pour éliminer son déficit, les réductions dans les transferts aux provinces équivalaient à 5 fois les coupes qu'il réalisait dans ses programmes. Ça a été le cas aussi, ces réductions-là, avec le détournement de la Caisse d'assurance-emploi. Entre 93 et 2001, le pourcentage des chômeurs qui ont eu droit à des prestations est passé de 65 à 49 %. Puis pour compenser entre 90 et 97, le gouvernement du Québec a eu à assumer 845 millions de dollars normalement versés par Ottawa. Ça a aussi, bien sûr, été le cas en ce qui a trait aux fameux transferts en santé. En 97, alors qu'il était chef du Parti progressiste conservateur à Ottawa, Jean Charest affirmait le contraire de ce qu'il a répété ad nauseam pendant ses années à Québec. Il disait, je le cite, « Oubliez Lucien Bouchard et Jean Rochon, le véritable responsable des fermetures d'hôpitaux et de la détérioration des soins de santé s'appelle Jean Chrétien. » Fin de la citation. Les budgets fédéraux ont multiplié ensuite les annonces dans les domaines de compétences partagées ou exclusivement provinciales, notamment en santé et en éducation. Puis à l'époque, le ministre libéral fédéral Marcel Massé, il le disait avec une candeur déconcertante. Il chute à nouveau. Quand Bouchard va devoir couper, nous, à Ottawa, nous pourrons démontrer que nous avons les moyens de préserver l'avenir des programmes sociaux. Ça a le mérite d'être clair, bien que ce soit extrêmement cynique. Maintenant, en 2021, rien n'est bien différent. Comme on le sait, le budget canadien n'augmente pas les transferts en santé aux provinces. La crise de la COVID a révélé l'importance d'avoir un système de santé optimal, prêt à faire face aux vagues les plus difficiles à endiguer. L'efficacité du système de santé ne dépend certes pas uniquement de son financement, mais ce dernier est essentiel. Les gouvernements des provinces ont à procéder aux embauches de médecins, d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires. Les besoins explosent et ces besoins sont québécois. La santé étant une compétence exclusive des provinces. Mais l'argent, il reste bloqué à Ottawa, alors même que le réseau de la santé est surchargé. Il s'agit d'un problème de longue date, comme je vous le disais. Depuis 1995, je vous en parlais précédemment, les transferts fédéraux en santé ont fondu comme neige au soleil. Nonobstant la pandémie, le vieillissement de la population représentait déjà un véritable défi. Au Québec, la population de 85 ans et plus va tripler au cours des 30 prochaines années. Initialement, lors de l'adoption en 1968 de la loi sur les soins médicaux, Ottawa devait assumer à hauteur de 50 % le financement des soins de santé. Aujourd'hui, le soutien fédéral, il frise le 23 %. Nous, je rappelle qu'on ne demandait même pas le 50, on demandait le 35. Juste ça, c'était trop demandé. Puis le choc financier a été énorme pour le Québec, devant se résoudre à des mises à la retraite massives et à un sous-financement chronique. Au Québec, les dépenses en santé et services sociaux représentaient l'an dernier 9 % du PIB et 50 % du budget public. C'est énorme. Selon l'organisme Fort Jeunesse, d'ici 2048,
On parlera plutôt de 15 % du PIB et de 65 à 82 % des dépenses publiques. Vous imaginez quand même? Ça pose aussi des programmes. En fait, ça pose des problèmes politiques de très grande envergure pour les gouvernements provinciaux qui perdent tout simplement leur autonomie budgétaire. Le manque à gagner va être de plus en plus important et les provinces n'auront plus que pour seule obsession que le financement de leur système de santé, délaissant tout le reste. Les transferts devaient et doivent et devront être adéquats et sans condition. Ce ne serait pas un cadeau d'Ottawa, là, je le rappelle. On paye nos taxes, c'est notre argent, qu'ils servent à la santé. Ottawa, qu'il s'agisse des gouvernements libéraux conservateurs, n'a jamais augmenté les transferts. Pire encore, le premier ministre actuel a sermonné le Québec pour sa gestion de la vaccination, alors que c'est son gouvernement qui n'a pas su approvisionner les provinces comme il aurait dû le faire. Mais là, bien sûr, ne s'arrêtent pas les remontrances du premier ministre du Canada. En parlant d'imposer des normes fédérales dans les CHSLD, il voudrait bien qu'on s'occupe de nos aînés de la même manière qu'il a géré les frontières pendant la pandémie. Moi, je dis non merci. Le Bloc québécois a fait des transferts en santé un enjeu central depuis longtemps. D'ailleurs, moi, en décembre 2019, je me souviens, on commençait à siéger, c'était notre première semaine. Ma première intervention à vie en cette chambre, qui n'était pas encore virtuelle, ça a été sur le sujet. Ça a porté là-dessus. C'était lors du débat sur le discours du trône, si je ne m'abuse. Bien, on ne va pas lâcher le morceau. On le fait notamment parce qu'on a en tête les conditions du personnel soignant qui s'illustrent brillamment. Moi, je veux saluer leur héroïsme, celui de nos travailleuses et travailleurs de la santé. Ils œuvrent actuellement dans des véritables zones de guerre. N'ayons pas peur des mots. Ils risquent énormément. Ils parviennent même à garder le sourire. Je salue très sincèrement leur dévotion et leur courage parce qu'ils méritent toute notre reconnaissance. Les coûts vont donc exploser et le Québec va être dans une position intenable. Il ne pourra plus se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que son système de santé. C'est le seul enjeu dont on va entendre parler dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ne nous trompons pas, on risque de voir se refermer encore un peu plus la fenêtre de la Révolution tranquille. Celle où le Québec ne voulait plus se percevoir simplement comme une province parmi d'autres, mais comme l'État d'une nation. On en était même au stade de développer des relations avec les autres pays du monde par le biais d'un système de représentation diplomatique. On avait développé là, vraiment des programmes à nous, des sociétés d'État à nous, même des représentations diplomatiques. Bon, aujourd'hui, on n'en est plus là. On se voit réduit là, au statut de succursale, de comptoir administratif, pendant qu'Ottawa mobilise et monopolise toute la marge de manœuvre pour prendre ses décisions. Parce qu'en parallèle à cet assèchement des capacités d'agir du Québec et des provinces, là, on peut lire dans les pages de ce budget, comme après 1838, comme après 1980, comme après 1995, le déploiement des tentacules fédérales. Pendant qu'il débâtit Québec, l'État canadien se construit. Ottawa met en place les infrastructures qui vont lui permettre de s'immiscer de façon durable dans les juridictions et compétences du Québec et des provinces. Regardons ce qu'il y a là-dedans. CHSLD, gouvernement pan-canadien de garderie, programme pan-canadien de garderie, pardon. Possible assurance médicaments, question de santé des femmes, de cadre pour les soins de santé mentale, avec l'espace Mieux-être Canada, de santé reproductive, d'agence canadienne responsable de la gestion de l'eau, de gestion des minéraux stratégiques, de valeurs mobilières, bureau fédéral pour la reconnaissance des diplômes étrangers, cadre fédéral pour la formation de la main-d'œuvre et autres initiatives sectorielles dans le monde du travail, l'initiative Age Well at Home, Conseil consultatif national sur la garde d'enfants, nouveau programme Skills for Success, nouveau programme Apprenticeship Service, nouveau commissaire aux données, Fonds des infrastructures naturelles. On peut dire que les 900 pages du budget ne sont pas avares de ces invasions en tout genre, de toutes les façons et sous toutes les facettes imaginables. Est-ce que j'ai besoin, bien sûr, de préciser qu'il n'y a aucun droit de retrait de compensation? Non, car cela va de soi. Ces intrusions multiples ont même été dénoncées dans une lettre dans la Gazette là, par André Pratt. Rappelons qu'André Pratt il a été sénateur et éditorialiste au Journal La Presse. C'est pas un souverainiste, ça, là. Qu'on soit clair là-dessus. Puis je vais aussi citer le chroniqueur Antoine Robitaille. Je le cite. Comme souvent au Canada, lorsque quelque chose semble nécessaire et souhaitable,
le grand frère fédéral se fout des règles constitutionnelles et prend l'initiative. Antoine Robitaille citait aussi dans son texte le constitutionnaliste Peter Hogg, qui estime que lorsque dans un pays fédéral, le pouvoir central prépondérant recouvre complètement le pouvoir régional, ce pays cesse d'être fédéral. Dans un tel régime, les provinces peuvent exercer leurs compétences comme elles le veulent, tant qu'elles le font d'une manière autorisée par les lois fédérales. Mais écoutez, la guerre est déclarée même plus tant à l'indépendantisme, mais même à la moindre volonté, la moindre velléité d'affirmation nationale ou d'autonomie provinciale. Et quand on aborde ces questions-là, on le fait régulièrement, on se fait toujours accuser de vouloir alimenter la chicane. Mais que faudrait-il? Que le Québec ne dise mot, qu'il ravale, qu'il accepte la taille de sa laisse, qu'il embrasse son statut de province qui se provincialise et une minorité qui se minorise? Que même si chaque jour au sein de ce régime en est un qui le rapetisse, ils se disent qu'au final, c'est pas si pire? Encore une fois, non merci. Contrairement à ce que les fédéraux prétendent, la question du pouvoir politique et de la capacité d'agir est une vraie question. A fortiori en temps de crise. Ce n'est pas une lubie abstraite qui se limite à une chicane de drapeau. C'est la question du pouvoir politique. Moi, je vais vous dire, bien sûr, que pour sortir de la dépendance, il n'y a que l'indépendance. Ça ne surprendra sans doute personne. Mais pour ce faire, il faut, en tout point et à tout prix, que nous ayons notre autonomie budgétaire, qu'Ottawa cesse. Puis regardez, c'était même un ministre, puis je vais vous citer un temps Bernard Landry, qui est un ministre des Finances indépendantiste, parlait d'étranglement tentaculaire. Son successeur, un de ses successeurs, Yves Séguin, qui est un ministre des Finances fédéraliste, avait carrément comparé Ottawa à un vampire. Ça va quand même plus loin, là. On était une coche plus sanglant dans la comparaison. Mais il faut que ça cesse à tout prix. Il faut qu'Ottawa cesse, qu'il retourne, qu'il redéfinisse son périmètre d'action. Mais à vrai dire, je n'y crois pas. Je crois que la seule façon, comme je vous le disais, de sortir de la dépendance, c'est dans l'indépendance. Je vous remercie, Madame la Présidente. Questions et commentaires? Questions et commentaires? Questions et commentaires? L'honorable député de Calgary-Shepherd. Donc, j'apprécie que le député nous ait donné comme un historique des dernières 30 années de débats politiques au Québec, mais j'aimerais retourner peut-être à un commentaire qu'un des députés du Bloc a fait sur la pension de la sécurité de vieillesse. Et dans le budget, on voit que le gouvernement fédéral a décidé de donner à ceux qui ont plus de 75 ans un autre 500 $. J'aimerais lui demander pourquoi est-ce qu'il pense, peut-être juste son opinion sur ça, pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé de le faire quand la meilleure option aurait été donnée aux ceux qui ont le supplément de revenus garanti pour les aînés, c'est des aînés qui ont un revenu de moins de 18 744 $. Si le gouvernement voudrait vraiment aider les aînés, je sais que le Bloc est vraiment intéressé dans ce sujet, justement pour nous assurer que les gens, nous savons que la démographie de notre pays se change, nous devenons de plus en plus vieux en moyenne. Donc, peut-être juste pour l'entendre faire un commentaire sur pourquoi est-ce qu'il pense que le gouvernement a décidé de le faire dans un programme et pas dans l'autre, qui aurait beaucoup plus aidé les aînés avec un salaire ou un revenu beaucoup moins que ce que les autres ont dans ce pays. Merci. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Oui, merci Madame la Présidente. Merci au député de Calgary pour sa question. Je dirais en fait que nous, la solution que nous prônions, c'était, puis il soulève à juste titre le vieillissement de la population qui fait que ces transferts en santé se seraient imposés même sans cette pandémie. La pandémie a exacerbé la situation, mais elle ne l'a pas créée de toutes pièces. Il aurait fallu, de toute façon, de toute manière, augmenter ces transferts-là à cause de ce vieillissement-là et de l'explosion des coûts qui vient avec. Mais pour répondre à sa question, concernant nos aînés, nous, la solution que nous prônons, que nous prônions et que nous prônons et que nous prônerons, c'est la hausse de la pension et une hausse permanente, pas un versement unique à la veille de prévisibles élections, là. On parle d'une vraie hausse permanente et un aîné, ça commence à 65 ans, ça ne commence pas à 75 ans. Puis quand je dis bien sûr une hausse de la pension et de la sécurité de vieillesse, c'est pour tous les aînés
peu importe leur catégorie. Là. Je vous remercie. Questions et commentaires? L'honorable député de Cochin-Malahat-Langford. Merci, Madame la Présidente. Merci à mon collègue du Bloc pour son discours. Avant que nous entamions ce budget au sujet du rapport du Comité des finances, nous avons passé la plupart de la journée d'aujourd'hui à débattre le projet de loi du gouvernement, le projet de loi C-12. Je crois que ce projet de loi devrait être renforcé en comité, mais notamment la recommandation 66 de ce rapport demande l'augmentation de l'investissement en infrastructure pour lutter contre les changements climatiques. C'est une initiative louable, mais je me demande ce que mon collègue pense de cette recommandation et du fait que les libéraux ont dépensé des milliards de dollars des contribuables pour acheter un oléoduc. Les libéraux dépensent maintenant encore plus de milliards de dollars pour l'améliorer et augmenter sa capacité. Nous sommes en plein dans la décennie où il est crucial d'agir pour lutter contre les changements climatiques. Donc, je me demande si mon collègue aimerait commenter sur les dépenses en infrastructure en contraste avec ce qui est recommandé dans le rapport du Comité des finances. Sainte-Pagode. Écoutez, je crois qu'il faudrait bien davantage des dépenses en électrification des transports bien plus tôt que dans les énergies fossiles. C'est toujours ce genre de solution un peu facile auquel les libéraux nous ont habitués. Par exemple, acheter un oléoduc en prétendant qu'il allait servir à planter des arbres, mais finalement, on ne les a pas plus plantés. Donc, c'est assez typique. Comme vous le savez, le Bloc avait aussi déposé son propre projet de loi qui aurait eu des vraies cibles contraignantes et un vrai mécanisme de reddition de comptes. Parce que c'est bien beau de dire il y a des cibles, mais si on ne se force pas véritablement à les atteindre, on n'y arrivera jamais. Donc, bien sûr, il faut que le financement aux énergies fossiles, qu'il baisse continuellement. Évidemment, ce n'est pas un arrêt du jour au lendemain, mais il faut qu'il y ait une transition. Mais c'est incompatible d'avoir autant d'investissements dans les énergies fossiles avec des objectifs en matière environnementale, il va sans dire. Dans un commentaire, l'honorable député de Laurentides-Labine. Madame la Présidente, quel bon mot de la part de mon collègue. J'ai entendu le mot dépendance, indépendance, et j'aimerais qu'il puisse m'expliquer en fait qu'est-ce qu'on a compris dans cette crise sanitaire-là où on a dû travailler avec le gouvernement, où on a tenté de moduler certains programmes. À un moment donné, on a travaillé, il est devenu cavalier seul. Et aujourd'hui, ce qu'on entend encore et encore, c'est que les provinces ont besoin des sommes dont elles ont nécessaires pour régler ce qui vient de leur juridiction. Est-ce que pour mon collègue, il y a quelque chose, un mouvement qui se crée en fonction des sommes d'argent qui n'ont pas été transférées et qui pourrait grandement aider chacune des provinces, particulièrement celle du Québec? L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Bien, absolument. Je remercie ma collègue de Laurentides-Labelle pour sa question. Et j'en profite pour saluer son excellent travail également comme parlementaire. Il faut mentionner quand même, là, honnêtement, ça doit être facile d'être libéral parce que c'est quand même simple comme façon de faire, de dire on n'envoie pas l'argent. Et quand des députés d'opposition questionnent la chose, on va vous répondre que ce sont des chicanes, que ce sont des questions abstraites, que c'est le passé, etc. Ça doit quand même être très, très simple de se camoufler, de se cacher dans une telle logique, dans le jupon du fédéralisme tout-puissant, tout en disant que la question de souveraineté est une chose abstraite, alors que jamais ils n'oseraient, par exemple, oser remettre en question la souveraineté canadienne. Mais je leur laisse leur contradiction. Bien sûr qu'il y a un mouvement, je crois que c'est clair, les syndicats, l'Assemblée nationale du Québec, les travailleurs de la santé, il va sans dire qu'il faut qu'ils nous envoient ce qu'on appelait jadis notre butin. On en a besoin, on paye pour ça. Ce n'est pas un cadeau qu'ils nous feraient, c'est notre argent. Merci. Questions et commentaires. L'honorable député de Drummond.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je veux souligner l'excellent travail de mon collègue le député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Honnêtement, c'est un plaisir et un charme à chaque fois de discuter avec lui de commerce international, d'économie et de toutes les questions touchant les affaires en général. C'est une source d'informations extrêmement intéressante et son discours en a été une autre preuve édifiante. Alors, je le félicite et j'invite tous les collègues de la Chambre à y lâcher un petit coup de fil de temps en temps, peut-être pour prendre son avis, discuter un peu, ça éclaircit les idées souvent. Alors, ma question à mon collègue, évidemment, parce que j'ai une question pour lui, c'est au sujet de cette habitude ou de cette tendance que le gouvernement actuel semble prendre de vouloir imposer des conditions, attacher des conditions à l'argent qu'il doit transférer à Québec et aux provinces pour des juridictions provinciales. Par exemple, les transferts en santé qui sont toujours attachés avec certaines conditions. Bref, cette habitude-là que les libéraux semblent prendre. J'aimerais entendre mon collègue de Saint-Hyacinthe-Bagotte là-dessus. Merci. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue de Drummond. J'apprécie ses bons mots. Je trouve ça toujours particulier de répondre à des questions de collègues, mais je vous assure qu'on n'avait pas convenu, contrairement à ce qu'on voit à chaque midi, chaque jour à la période de questions, on ne s'était pas entendu sur la question d'avance. Je vous en assure, je vous jure la chose. Maintenant, bien sûr, c'est une tendance tout à fait centralisatrice qui consiste à toujours imposer ce type de conditions-là, ce qui nous confirme finalement que le Canada n'est pas une confédération. C'est pas une mise en commun de certains intérêts. C'est un État de plus en plus unitaire. La preuve en est que s'il envoie quelques sous, il faut que ce soit à ses conditions. Il faut qu'il nous impose des normes. Il faut qu'il indique la direction à suivre. Puis c'est comme le constitutionnaliste que je citais tout à l'heure l'avait jadis affirmé. Les provinces sont libres, mais à condition de suivre les règles qui sont imposées. Donc, où trouve-t-on une quelconque marge de manœuvre, une quelconque autonomie dans tout ça? Je la cherche encore.